À tous au sommaire de cette édition, le phénomène de l'immigration clandestine ne faiblit pas. Une pirogue transportant près de 300 candidats à l'immigration clandestine échoue à Saint-Louis. 2 personnes y ont perdu la vie. Nous serons en ligne avec notre correspondant Ousseynou Diop. Le chef de l'État justement rompt le silence à propos de ce phénomène. Macky Sall, dans un communiqué, dit avoir donné des instructions pour le renforcement du contrôle des embarcations et de la surveillance côtière. Des milliers de Guinéens investissent la place de la nation à Dakar pour exiger le départ du pouvoir d'Alpha Condé. Ils ont également déploré le silence de la CEDEAO. Et puis la réouverture des églises prévue ce dimanche dans la capitale du Raya Thiès. Des éléments du service d'hygiène ont entamé des opérations de désinfection au niveau des églises à la veille de la fête de Toussaint. Nous verrons cela avec Gérard Diop. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Une pirogue qui transportait des migrants échoue à Saint-Louis. 2 personnes sont mortes sur place selon les dernières informations. La pirogue transportait pas moins de 300 migrants. La moitié des jeunes qui étaient à bord sont décédés et jetés dans la mer. Nous voyons cela avec Ousseynou Diop qui était sur place. Vous l'avez dit, dans la pirogue, il y avait 300 personnes selon les dernières informations que nous avons reçues. Et malheureusement, 2 personnes ont perdu la vie ici à Saint-Louis. Comme vous l'avez également bien entendu, dans la pirogue, il y avait 300 personnes. Mais selon les témoins, sur la route, il y avait quelques difficultés dans la pirogue. Et finalement, plusieurs personnes ont perdu la vie. Et les migrants qui étaient à bord sont obligés de les jeter donc, dans la mer. Alors, comme vous venez de l'entendre, plus de la moitié des gens qui étaient dans la pirogue ont perdu la vie et ils ont été jetés dans la mer par les migrants. Actuellement à Saint-Louis, 2 personnes ont perdu la vie. Les autorités locales, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la police se sont mobilisés pour amener les 2 personnes décédées à l'hôpital régional de Saint-Louis, ainsi que 6 personnes qui sont actuellement dans des situations très graves. Et actuellement également, ce qu'on peut retenir tout simplement, c'est que la situation devient de plus en plus catastrophique parce qu'on a enregistré à Saint-Louis 2 morts et plusieurs blessés. Merci à vous, Ousseynou Diop, le président de la République qui rompt le silence dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Macky Sall dit avoir donné des instructions fermes pour le renforcement des contrôles des embarcations et de la surveillance côtière en vue de faire face à la recrudescence donc de la migration clandestine. A-t-on appris de sources officielles? Au même moment, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit horrifié d'apprendre qu'au moins 140 personnes sont mortes dans un naufrage au large des côtes sénégalaises. On voit cela dans cet élément signé Chérifia. Le drame de l'immigration clandestine au Sénégal prend une tournure internationale. Macky Sall se prononce enfin sur les naufrages de pirogues qui ont fait des dizaines de morts. Dans un communiqué, le président de la République exprime sa profonde compassion et présente ses condoléances attristées aux familles endeuillées. Après avoir prié pour le repos de l'âme des victimes, il évoque le dernier cas d'accident de pirogue qui s'est déroulé au large des côtes sénégalaises. Selon lui, dès que l'alerte a été donnée, la Marine nationale a projeté sur les lieux les moyens nécessaires pour mener des opérations de secours qui ont permis le sauvetage de plusieurs passagers de l'embarcation. Le chef de l'État ajoute avoir donné des instructions pour qu'une assistance immédiate soit apportée aux familles éplorées. De même, des moyens additionnels exceptionnels seront mobilisés par la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes pour soutenir les rescapés des naufrages et leur apporter, ainsi qu'aux autres jeunes des zones concernées, la formation, le financement et l'encadrement nécessaires pour développer des projets générateurs de revenus. Devant la recrudescence de la migration clandestine, le chef de l'État a également donné des instructions fermes pour le renforcement du contrôle des embarcations, de la surveillance côtière, de l'identification et du démantèlement systématique des réseaux de passeurs qui organisent ce trafic illicite. Malheureusement, le communiqué de la présidence de la République ne donne aucune précision sur le nombre de victimes de ces accidents ni leur cause.
pourtant révélé la veille par l'Organisation internationale de la migration. L'OIM estime que l'incendie à bord d'une pirogue transportant des jeunes migrants au Sénégal a fait au moins 140 morts. Une tragédie ayant horrifié le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui l'a écrit dans un tweet. Je suis horrifié d'apprendre qu'au moins 140 personnes sont mortes dans un naufrage au large des côtes du Sénégal. Toute personne à la recherche d'une vie meilleure mérite sécurité et dignité. Nous avons besoin de routes sûres et légales pour les migrants et les réfugiés. Au moins 140 jeunes Sénégalais candidats à l'émigration clandestine ont péri en mer ces derniers jours. Selon l'Organisation internationale de la migration, de nombreux morts sont dénombrés. Les chiffres varient. Une enquête est cependant exigée par des organisations de défense des migrants pour déterminer le nombre exact de morts. Nous voyons cela avec Fatou Bintou Conté. Depuis plus d'un mois, il y a une recrudescence de l'immigration clandestine avec le départ de plusieurs embarcations des côtes sénégalaises vers l'Espagne. Des départs massifs de migrants clandestins est symptomatique des difficultés économiques et sociaux que les populations vivent. Un phénomène qui, selon le responsable d'Horizon Sans Frontières, ne s'est jamais estompé, bien au contraire. Le phénomène n'a jamais baissé d'intensité, donc ça ne s'est jamais estompé. Et parce que les causes n'ont jamais changé, les causes sont toujours là. Des centaines de Sénégalais ont repris la mer, comme en 2006, pour rejoindre les îles Canaries, un phénomène que l'État semble banaliser. Il est du devoir de l'État, aujourd'hui, d'arrêter de banaliser ces situations de perte de vie et de les reconsidérer à leur juste valeur, parce que c'est avant tout des hommes, et de faire prévaloir même, je dirais, les considérations de respect des droits de l'homme et des principes humanitaires. Et durant ce week-end, un pirogue a explosé, occasionnant plusieurs morts et des disparus, des rescapés qui pointent du doigt la Marine nationale d'avoir percuté leur embarcation, autant de morts qui méritent une enquête. Il appartenait au procureur de la République, encore une fois, spontanément, d'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la version de la DIRPA, mais le communiqué, nous avons pris connaissance du contenu, mais ce communiqué en soi est impuissant à faire court, à couper court tout débat. On nous parle d'une quarantaine de morts, on nous parle d'un bateau de patrouille de la marine qui heurte une pirogue de migrants, mais c'est extrêmement grave. Il faudra aujourd'hui déterminer les circonstances de ce drame parce que les rescapés ont parlé. Le phénomène de l'immigration clandestine reprend encore de l'ampleur sous nos cieux, un drame social qui fait souffrir actuellement beaucoup de familles. Autre aspect de l'actualité, des milliers de Guinéens résidant à Dakar ont investi la place de la nation cet après-midi. Ils réclament le départ d'Alpha Condé. Ils sont convaincus de la victoire de Cellou Dalein Diallo à la présidentielle guinéenne. Ils ont déploré le mutisme des présidents africains de la CEDEAO en général. Nos reporters Pape Faraning et Youssou Baro y étaient pour nous. Des centaines et des centaines de Guinéens arborant le drapeau, des effigies de l'UFDG ou des brassards rouges avec des chants hostiles à Alpha Condé pour réclamer son départ sans condition. Troisième mandat, il n'y a pas de troisième mandat. Troisième mandat, amoutoul. Nous sommes sonno. Nous dimban pour Alpha Dem. C'est le tog. Qu'il quitte le pouvoir, ouais. Parce qu'on veut que notre président soit le président Cellou Dalein Diallo. Il a gagné sa victoire haut la main. Avec Alpha Condé, on ne peut pas avoir la paix. Nous, on voulait la paix en Guinée. Regardez ce qui les saccage les gens. En tant que président de la République, on ne peut pas avoir la paix avec Alpha Condé. Nous avons les sociétés qui sont derrière tout ça là. Et maintenant, ce que je veux dire, au gouvernement guinéen, notamment à mon président Alpha Condé, ce que je veux lui rassurer, il a perdu l'élection, qu'il parte dignement. Ces manifestants déplorent le mutisme des dirigeants de la CEDEAO et surtout celui de Macky Sall face aux théories constatées. Macky Sall, il y a président du Sénégal. Waroon nga wax ci souf même boo nekkee yaay wax ci souf waroon nga wax ci kaw parce que ba am Gambie ñëpp xam ne ñu wax ci kaw. Les théories, etc. Après ça, il y aura des choses là, les poursuites judiciaires, parce que ça ne va pas passer comme ça. Il y a des théories qui sont depuis 2009 qu'on n'a pas passé. Privés de vote, ces Guinéens résidant au Sénégal se disent prêts à tout et interpellent la Cour constitutionnelle. Nous lançons un appel à la Cour constitutionnelle parce qu'aujourd'hui l'esprit de tout le monde reste braqué à la Cour constitutionnelle.
Donc moi je suis très optimiste quant à la Cour constitutionnelle guinéenne. Je sais que tous les dossiers sont bien montés et lesquels les preuves sont là, la Cour constitutionnelle pourra demander la vérité. Ça c'est dû à la manigance de Alpha avec ses, comment on appelle ça, avec sa clique. Raison de plus, ils ont manigancé pour ne pas que les Sénégalais votent le Sénégal et l'Angola. Parce qu'il y a tant de milliers de Guinéens au Sénégal, et il y a tant de milliers de Guinéens en Angola. Raison de plus, il n'a pas pu accepter que les gens la votent. Ils ont tenu un rassemblement à la place de l'Obélisque en lieu et place d'une marche à cause d'une forte mobilisation. Pour certains manifestants, Cellou Dalein Diallo doit former son gouvernement et venir prêter serment au Sénégal. Alpha Condé lui soutient qu'il a échangé avec les hommes et femmes chargés d'assurer la sécurité de la Guinée, une nécessité de tous les jours, dit-il. Le Sénégal, toujours dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, une dizaine de ministres, une centaine de ministres plutôt, une dizaine de remaniements et 3 premiers ministres en 8 ans. Macky Sall a essayé plusieurs combinaisons. Le chef de l'État a dissous le gouvernement en changement en profondeur et attendu. Macky 2, acte 2, c'est un récit signé Salif Sow. Rase après un conseil des ministres, Macky 2. Acte 2, par surprise. En 8 ans, le pouvoir en place a connu 3 différents premiers ministres. Abdoul Mbaye, devenu opposant, Aminata Touré, dernière présidente du Conseil économique, social et environnemental, limogé, et Boun Abdallah Dionne, lui aussi démis de ses fonctions de secrétaire général de la présidence de la République hier. Au lendemain de sa réélection, le chef de l'État avait supprimé le poste de premier ministre. Très convoité, plusieurs noms annoncés à l'époque. Face aux nombreux remaniements, une dizaine, Macky Sall a partagé la table du conseil du gouvernement avec une centaine de ministres depuis 2012. Parmi les rescapés, Aly Ngouille Ndiaye et Oumar Gueye. Dans le nouveau gouvernement annoncé, les observateurs s'attendent au retour du poste de Premier ministre. Des noms d'actuels et d'anciens opposants persistent. Leur arrivée n'est pas exclue. Cependant, Macky Sall continue de bien cacher son jeu. Les attentes sont toutefois nombreuses dans ce contexte de crise sanitaire et migratoire. Sans donner des détails, le chef de l'État a dissous hier le gouvernement. Des changements en profondeur sont attendus d'ici lundi. Le calme avant la tempête. Les victimes de démolition de Tivaouane-Peulh ne baissent toujours pas les bras. Ils demandent au chef de l'État de faire preuve d'humanité car ils vivent actuellement dans une situation extrêmement difficile. Les membres du collectif rencontraient le maire de Tivaouane-Peulh. Écoutons à ce propos Omar Diop, leur porte-parole, interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Que le président nous reçoive ou que le président ne nous reçoive pas, pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de satisfaire la demande de ces victimes-là. Ce qui est important, c'est que l'État fasse respecter, le président de la République fasse respecter la décision qu'il avait prise en donnant ces 20 hectares-là aux victimes. Pour moi, c'est ce qui est important. Et aussi, nous demandons aussi au chef de l'État de nous recevoir aussi, de discuter avec les victimes pour pouvoir aussi régler définitivement, comme je le dis, régler définitivement le problème des victimes. 4 ans déjà, les victimes restent dans la rue. 4 ans, ces pères et mères de famille que vous voyez derrière moi sont là à aérer aux belles étoiles. 4 ans que ces personnes-là ont vu leur famille être disloquée. C'est ce que nous jugeons vraiment anormal. Et nous appelons le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, à faire preuve d'humanité. Je ne juge pas normal, dans un pays sous-développé comme le Sénégal, de continuer aussi à creuser les reins de ce sous-développement, à sacrifier 1796 personnes pour l'intérêt d'une seule personne. Le point du jour de la pandémie du coronavirus à présent, sur 805 tests effectués, 12 sont revenus positifs, 4 cas contacts et 8 cas issus de la transmission communautaire. 72 patients sont déclarés guéris, 6 sont en réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Diourbel, la commune fait le bilan de sa gestion de la Covid-19. 60 millions ont été dépensés pour préserver la santé des citoyens de la ville. À l'arrivée, aucun cas de corona n'est à ce jour dans les centres de traitement. Néanmoins, le maire invite au respect des mesures barrières. Malik Fall, maire de Diourbel, que nous écoutons au micro de Babacar Diouf. J'avais initié un large programme de sensibilisation par le canal d'une bonne communication, occasionnant pour moi
de féliciter les médias, mais aussi une distribution à grande échelle de 25 000 masques, des gels hydrauliques, des kits de lavage et de divers formats. Dans presque tous les lieux de rassemblement, marchés, mosquées, gares routières, banques, daara et j'en passe. C'est dans cette même veine que je poursuis ce programme d'appui et de soutien des populations avec la distribution de 100 tonnes de riz, des savons aux coûts nécessiteux aux impactés des inondations. Mesdames, Messieurs, pour ce programme de résilience, je compte le poursuivre jusqu'au dernier cas de Covid à travers de multiples actions au profit de nos populations. Au total, 60 millions ont été dépensés à ce jour dans la gestion du pandémie. Je ne peux terminer sans exhorter les populations à respecter les gestes barrières. Nous allons à Thiès à présent. Ouverture des églises prévues dimanche prochain, coïncidant avec une solennité importante qui est la fête de Toussaint. Les éléments du service d'hygiène de Thiès ont entamé des opérations de désinfection au niveau des églises de la capitale du rail, une manière de sécuriser les fidèles chrétiens par rapport à cette pandémie. Un geste salué par le curé de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Reportage signé sur place chez Anta Diop et Seyla Tire. Désinsectisation des lieux de culte. La cathédrale Sainte-Anne de Thiès est choisie par des éléments du service d'hygiène de Thiès pour le démarrage des opérations. L'église aussi a jugé nécessaire de procéder à la réouverture des lieux de culte. Mais la réouverture de ces lieux de culte se fait sur la base d'un protocole sanitaire qui est très strict. Donc au niveau de ce protocole sanitaire, il y a des aspects qui interpellent directement le service national de l'hygiène. C'est pourquoi nous sommes présentement au niveau de cette paroisse pour procéder à des activités de désinfection. Donc parallèlement à ces activités de désinfection, nous allons mettre à la disposition de l'église des dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon. Au niveau de la région de Thiès, nous avons à peu près une vingtaine d'églises qui sont appelés à être désinfectés. Abbé Henri VI, curé de la cathédrale Sainte-Anne et vicaire général de l'évêque, s'en félicite et prône le respect du protocole sanitaire édicté par le ministère de la Santé. Je demande et je relance encore l'appel à toutes les populations de respecter le protocole sanitaire édicté par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et notamment le port obligatoire du masque en venant à l'église, le lavage des mains autant que possible, et surtout tous ceux qui le peuvent avoir avec eux des gels pour se désinfecter les mains. De nombreux fidèles chrétiens sont attendus dimanche prochain dans les églises de la place à l'occasion de la célébration de la fête de tous les saints. Et puis l'infirmier chef de poste de Kotiari dans la région de Tamba dresse un tableau sombre de la structure sanitaire de la localité. L'ambulance est en panne depuis 6 mois. Elle traîne également une dette de plus de 6 millions de francs CFA de la CMU. C'était à l'occasion de la célébration d'Octobre Rose. Moussa Omargui. De Kotiari, l'ambulance est tombée en panne. Cela fait plus d'un trimestre et sous un autre registre, la structure de santé peine à recouvrer ses arriérés. Je peux vous dire, depuis 2016 jusqu'à l'heure où je vous parle, on a eu qu'un seul remboursement de 400 000. On peut te dire que voilà la situation de la CMI au niveau de la région. Même si c'est remboursé aujourd'hui, les structures aussi ne se voient pas dedans parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, des fois, on a des problèmes d'évacuation. Il faut appeler une ambulance de notre poste. Nous sommes à 92 km du centre de santé. Et si on prend la population nette, nous sommes autour de 16 000 habitants pour un poste de santé, à la charge d'un seul infirmier et d'une seule sage-femme. Malgré ces préoccupations, la sage-femme coordonnatrice SR Santé de la Reproduction, Mme Kobor, a su relever les défis liés à l'organisation de la journée départementale Octobre Rose à Kotiari. On a fait 3 salles pour que au moins les autres femmes qui viennent d'autres villages vont bénéficier de cette journée Octobre Rose. Vous avez profité donc du marché? Oui, nous avons profité du marché hebdomadaire vraiment pour faire le maillage vraiment
pour que toucher le maximum de femmes. Le médecin-chef du district sanitaire de Goudiri rassure, il est prévu un suivi médical. Au cours de la consultation, s'il n'y a aucun problème, donc c'est bien. Maintenant, si on voit des lésions cancéreuses, s'il faudra une prise en charge, les gens vont faire la référence, les femmes vont aller là où elles doivent être suivies. Le maire de Kotiari, quant à lui, Abdoulaye Kanté, promet d'apporter une solution pour rendre fonctionnelle l'ambulance immobilisée depuis belle lurette dans l'enceinte du poste de santé de Kotiari. Pendant ce temps, à Goudomp, des agents de santé communautaire dénoncent un manque de considération des autorités. Ils exigent leur insertion dans la fonction publique locale. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Kanté et Khalid Yamé. Santé communautaire du département de Goudomp sont très en colère. Ils déplorent les mauvaises conditions de travail et demandent aux autorités compétentes de revoir leur statut. Aujourd'hui, nous avons un cri de cœur à faire. Un cri de cœur qui concerne les personnels communautaires du district de Goudomp, mais également du Sénégal. Depuis plus de 40 ans, nous souffrons. Nous avons vécu dans ce système sanitaire pendant plus de 40 ans, sans avancement. Nous n'avons ni de recrutement, ni de pension de retraite. Travailler pendant 40 ans sans pension de retraite, ni rien, ce n'est pas juste. Au moment de la retraite, on te donne 50 000, on te fout le camp. Ces agents de santé communautaire exigent le recrutement à la fonction publique. Nous voulons que nous soyons recrutés à la fonction publique locale. Autrement dit, nous voulons être recrutés par les maires des différentes collectivités territoriales du département de Goudomp. Nous voulons être recrutés par le conseil départemental car ces derniers ont la possibilité de le faire à travers la politique de décentralisation. Ansoumana Sané, personnel de santé communautaire au poste de santé de Tanaf, porte-parole du jour, dénonce aussi. Il y a des mois de cela, il y a eu des recrutements par rapport au programme Pérenne. Ils ont demandé aux habitants, autrement dit des personnels communautaires, qui ont le BFM ou BAC et plus, de se présenter. Nous avons tout fait et certains même ont été pris en entretien, mais jusque-là que dalle. Mais ce qui nous a tellement touchés et surpris à la fois, ils sont allés recruter des étudiants à l'université de Bambey pour nous les faire parachuter comme ça. Ces agents de santé communautaire de Goudomp ont promis de multiplier ces genres d'initiatives jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Et puis 4,2 milliards de francs CFA ont été investis à Louga par le programme de modernisation des villes. Cette enveloppe est destinée à la construction de 11,5 km de routes, des voiries assainies et éclairées et d'autres infrastructures connexes dont la capitale du Gambour. La municipalité qui se réjouit de ces réalisations, de ce vaste programme de l'État, invite les populations à s'approprier ces infrastructures qui ont changé le visage de Louga. Un reportage signé Tierno-Fall. La mise en œuvre de la première phase du programme de modernisation des villes dont Louga est bénéficiaire, 7 km de routes et d'autres infrastructures connexes ont été construites dans la capitale du Ndjambour. 7 km, plus aujourd'hui 4 qui sont lancés, ça fait 11 ou 12 km. Des écoles, n'est-ce pas, dans lesquelles on a construit des classes, parce qu'à chaque fois que le programme rencontre une institution comme une école, n'est-ce pas, le programme intervient en termes de clôture des écoles ou effectivement de construction de salles de classe. Ce vaste programme a, selon la municipalité, changé le visage de la ville. Ismaïla Mbengue Fall, adjoint au maire de Louga, invite les Lougatois à jouer leur rôle pour assurer le suivi et la pérennisation de ces infrastructures. Parce qu'une ville moderne, c'est d'abord une ville qui a des infrastructures, une ville qui a des routes, une ville qui a de la lumière. Et aujourd'hui, nous le constatons tous, surtout la nuit, que Louga est une ville très bien éclairée, malgré quelques poches qui restent, c'est des infrastructures qui sont là, qui doivent être pérennisées par les populations. Parce que l'État ou le programme se charge de construire, n'est-ce pas, ou de bâtir une route. Il appartient maintenant aux populations d'assurer maintenant le suivi. Concernant l'état de la voirie dans le centre-ville, qui est très défectueuse, la mairie de Louga compte sur le PACASEN pour sa réfection. Mais il y a un programme, n'est-ce pas, qui attend qu'on appelle le PACASEN. Le PACASEN qui est déjà lancé, hein, les marchés sont lancés, et certainement dans les mois à venir, nous allons effectivement, avec ce programme, nous charger de réfectionner les routes, n'est-ce pas, les routes qui sont au cœur de la ville.
Pour conscientiser les Lougatois sur la pérennisation de ces infrastructures, un atelier de sensibilisation a été organisé par le Promoville pour les acteurs communautaires et territoriaux de Louga. L'actualité internationale à présent avec le séisme de magnitude de 7 sur l'échelle de Richter qui a secoué l'ouest de la Turquie et l'île de Samos. Une nouvelle vague de contamination au coronavirus au Japon avec un impact sur la santé mentale, entre autres. C'est avec Daniel Diouf. Son séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a secoué ce vendredi l'ouest de la Turquie et l'île grecque de Samos. Ce tremblement de terre a provoqué l'effondrement de plusieurs immeubles, l'inondation du port de Samos. 6 personnes ont perdu la vie dans ce séisme, plus de 200 blessés enregistrés. Un bilan qui pourrait s'alourdir, la secousse a été ressentie jusqu'à Istanbul et Athènes en Grèce. Le Japon affronte une nouvelle vague de contamination au coronavirus avec un impact sur la santé mentale des Japonais. La situation commence à se faire sentir et inquiète les associations. Les dernières statistiques mensuelles relatives au nombre de suicides sont très mauvaises. Le Japon dénombre 15 à 20% de suicides supplémentaires par rapport à 2019 à la même période. Une hausse de 40% pour les femmes et même de 75% pour les femmes de moins de 30 ans, la plupart occupées en emplois précaires qu'elles ont perdus. Ce dimanche 1er novembre, en Algérie, aura lieu le référendum sur la réforme de la Constitution. Le gouvernement promet que cette révision constitutionnelle répondra aux demandes de changement requis par le mouvement Irak, né en février 2019 avec des manifestations pacifiques anti-gouvernementales déclenchées par la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat. Les Algériens sont divisés sur la question du référendum. Certains d'entre eux refusent de se rendre aux urnes au motif qu'ils ne reconnaissent pas ce système. Ils estiment que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été désigné contre leur volonté et donc pas élu par le peuple. Enfin, la nomination de l'ex-ministre des Finances du Nigeria à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a été suspendue après que les États-Unis se sont opposés à cette décision. Les Américains critiquent la façon dont l'OMC gère le commerce mondial. Ils veulent une autre femme, la sud-coréenne Yoon Mi-kri, qu'ils estiment pouvoir réformer l'organisation. Le président Donald Trump qui a qualifié l'OMC d'horrible et de partial envers la Chine. L'OMC a convoqué une réunion pour le 9 novembre prochain après l'élection présidentielle américaine pour discuter de la question. Au mot de sport, avant de clore ce 20h, renouvellement des instances du Stade de Mbour. Sur les 3 candidats, les 2 ont décidé d'aller ensemble. Il s'agit d'Abdoulaye Gueye, président intérimaire, et El Hadji Malick Di Aswad. Et l'objectif est de travailler dans l'intérêt du club de Mbour, déclare-t-il face à la presse. Nous écoutons le candidat El Hadji Malick Di Aswad au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Mbour, son nom de famille c'est Mbour. Nous, tous les fils de Mbour, tous les sympathisants de Mbour, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter une pierre à Mbour sont les bienvenus dans ce club. Parce que c'est du sport d'abord. Le sport, naturellement, c'est de l'ouverture. C'est une association c'est à entrée volontaire. Ensuite, nous avons la culture du partage et de l'ouverture dans Mbour. Mbour est la ville la plus cosmopolite du Sénégal. Et le stade de Mbour ne doit être que le reflet de Mbour. Donc nous sommes prêts à accueillir tout fils de Mbour. C'est-à-dire c'est une nécessité aujourd'hui. Le championnat démarre bientôt. Nous, ce que nous pensons, c'est que nous devons rapidement, en raccord avec les autorités administratives, aller vers l'Assemblée générale. Et nous avons démontré par A plus B égale A plus B que sur les 28 membres du comité directeur qui sont restés, nous avons 4 qui pour l'instant sont dans des positions d'abstention. Nous avons 21 personnes avec nous et nous avons 3 personnes contre nous. Voilà, c'était tout pour ce 20h. À vous l'antenne.